La suppression des notes chiffrées et l'évaluation dite positive. Avouons que l'évaluation positive est, comme beaucoup de concepts progressistes, un beau slogan, surtout si l'on se réfère à l'expression entière contenue dans la circulaire de rentrée 2014. Évaluation positive et bienveillante, favorisant la réussite de tous les élèves. Comment ne pas adhérer à une telle promesse? Pourtant, les termes posent problème parce que l'expression forme presque un oxymore. Comment en effet évaluer, jauger un devoir, une copie, si on considère a priori que ce sera positif, ou si on annonce d'emblée qu'on n'en retirera que les bons aspects? Et comment dès lors noter une copie remplie d'incohérences ou de non-sens, ou une copie blanche? Comme souvent on cherche dans l'éducation nationale, quand quelque chose ne donne pas entière satisfaction, à le supprimer, comme si ce qu'on allait lui substituer était nécessairement mieux. Or, ce n'est pas parce que l'évaluation est positive que ses conséquences ne peuvent pas être négatives, loin de là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça s'inscrit dans une idéologie beaucoup plus vaste, celle de l'élève au centre du système, à laquelle on forme les enseignants depuis plus de 20 ans. En France, l'évaluation positive généralisée à tous les niveaux date de 2014, sous l'impulsion de Benoît Hamon, puis de Najat Vallaud-Belkacem, mais en réalité de Florence Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire, DGESCO, normalienne et agrégée de physique, qui explique régulièrement sans sourciller à son auditoire que les élèves apprennent beaucoup mieux en discutant ensemble qu'en écoutant le professeur, et qui avait certainement des camarades très bavards et extrêmement brillants qui lui ont permis d'obtenir son agrégation. Voici ce que dit la circulaire de rentrée 2014. La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République appelle à faire évoluer les modalités d'évaluation des élèves vers une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles pour mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des compétences, ainsi que la progression de l'élève. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les faits, l'évaluation positive existe depuis longtemps en France. Dans certains établissements qui cherchent à gonfler leur réussite au brevet, en augmentant les notes de 4e et de 3e, ou dans d'autres qui sont très avancés en matière de pédagogie bienveillante. Mais surtout lors des examens, brevet et bac, où il est demandé au correcteur de valoriser les copies et d'utiliser toute l'échelle des notes. Enfin, vers le haut, parce que par exemple, il est demandé, en dessous de 6 en français, de justifier sa note au correcteur. Mais c'est en anglais que le système est le plus vicié puisqu'il oblige pratiquement les correcteurs à augmenter les notes jusqu'à 16 ou 20. Tout ça sans même parler des commissions d'harmonisation, dans lesquelles on fait remonter allègrement toutes les notes. Et tout ce système donne les résultats probants que l'on sait, des élèves qui échouent de plus en plus à l'université, l'instauration de cours d'orthographe à la fac pour combler les lacunes, etc. Najat Vallaud-Belkacem a poussé à bout ce concept en obligeant les professeurs à écrire au moins une remarque positive sur le bulletin de chaque élève dans chaque discipline, et ce, quelle que soit sa situation. Ça a donné évidemment lieu à des situations tout à fait grotesques, comme de féliciter un élève absentiste d'avoir fait l'effort de venir quelques fois en cours. Pour comprendre comment on en est arrivé à un tel concept, il faut, comme pour la plupart de nos magnifiques idées, tourner les yeux vers les pays nordiques, où, comme en Suède, il n'y a pas de notes jusqu'à 15-16 ans. Mais en réalité, cela vient de plus loin, puisque le concept fait suite aux travaux d'André Antibi, chercheur en didactique, ça ne s'invente pas, sur la constante macabre, expression qu'il emploie pour la première fois en 1988 et qui deviendra le titre de son livre paru en 2003. La constante macabre, qu'est-ce que c'est? C'est quand, quel que soit le niveau des élèves, il y a toujours un tiers de très bons élèves, un tiers de moyens et un dernier tiers de mauvais élèves. Dernier tiers qui serait constitué artificiellement par les professeurs, qui tiennent, pour rester crédibles, à ce qu'il y ait un nombre suffisamment important de mauvaises notes dans un paquet de copies. L'évaluation positive ne serait donc là que pour contrer cette fâcheuse tendance au sadisme des professeurs. On a donc à partir de là opposé l'évaluation formatrice, destinée à faire progresser l'élève en lui donnant à voir ses progrès, en l'incluant dans le processus de correction, et qui donnera plus tard le PCC, évaluation par contrat de confiance, un peu comme une célèbre chaîne de magasins. Et on a opposé à ça donc l'évaluation sommative ou certificative qui n'est là que pour poser un diagnostic et qui équivaudra à une sanction. Vous le voyez, ça fait beaucoup de jolis mots et de jolis concepts. Le problème, c'est que l'existence en pratique de cette constante macabre est remise en cause puisque, à part les études d'André Antibi, très peu d'autres études indépendantes, voire aucune, n'ont confirmé ni infirmé l'existence de cette constante. D'autre part, qu'il y ait toujours une part de mauvaises notes est indéniable, mais que celle-ci soit systématiquement artificielle et motivée par le seul désir d'en mettre pour paraître crédible est plus contestable. Et que dire des conséquences de cette suppression des notes et de l'évaluation positive? Avec la suppression des notes et l'évaluation positive, on se prive de la saine émulation, du fait de pouvoir se jauger soi-même en comparant son résultat à ceux des autres.
Cela permet de se situer et contrairement à ce qu'on dit, c'est loin d'être uniquement négatif. Car quel problème règle-t-on en bannissant les notes? N'est-ce pas plutôt la conscience de son propre échec qui paralyse ou décourage l'élève, quel qu'il soit, bien plus que la note en elle-même? Mais surtout, plus grave, on ment aux élèves sur leur niveau véritable. Et on ne fait que retarder le moment où ils seront rattrapés par la réalité, avec le risque que le choc soit d'autant plus brutal. On peut légitimement se demander en quoi cela serait positif pour l'élève et l'aiderait à progresser. Enfin, et c'est sans doute le pire, en choisissant cette voie, l'école renonce à sa mission première puisqu'elle accepte de tout faire à la place de l'élève. Le paradoxe de l'évaluation positive, c'est que sous couvert de bienveillance, le nouveau mot à la mode, on juge en réalité l'élève incapable d'y arriver et ayant nécessairement besoin d'être noté de façon positive. On dénigre a priori son potentiel. Et surtout, on n'a plus confiance en l'école et en sa capacité à instruire, à transmettre des savoirs, à élever, à former des citoyens capables de penser par eux-mêmes. La Suède, la Suisse ou le Danemark ont renoncé aux notes pendant un temps, avant de faire machine arrière, se rendant compte de l'inefficacité de ce système pour les élèves, mais aussi pour les parents qui avaient l'impression, en l'absence de notes, que les remarques du professeur ne se fondaient sur rien de concret et qui devenaient beaucoup plus contestataires. Ce qui est intéressant en France, c'est que, comme pour la social-démocratie, nous commençons souvent à nous intéresser à un système, à le trouver extrêmement novateur, au moment même où les autres sont justement en train d'en revenir.